Alors, pour en revenir à votre fonction de juge à la Cour constitutionnelle bosnienne, et peut-être pour terminer cet entretien, que pensez-vous, alors même si vous êtes toujours membre aujourd'hui, mais que pensez-vous pouvoir tirer de cette expérience sur le plan personnel, bien sûr, mais aussi sur le plan du droit constitutionnel? En quelle mesure, selon vous, cette expérience et cette configuration particulière de la Cour et du contexte politique bosnien a pu avoir une incidence sur votre manière de concevoir, de penser le droit? Oui, alors de façon, je dirais, très personnelle au sens spontané et émotif, euh, j'ai été d'abord très enthousiaste et parce que je pensais que c'était d'abord une expérience formidable, très intéressante, mais aussi parce que j'avais l'illusion de pouvoir contribuer, je dirais pas au progrès de l'humanité, mais au moins de ce pays-là. Et ensuite, et très rapidement, une très grande déception. Déception à la fois de ne pas pouvoir convaincre mes collègues, mais aussi déception que la Cour, même dans son entier, ne pouvait guère améliorer la situation du pays, et qu'il y avait toujours des juridictions qui appliquaient le droit d'une façon très contestable, ou des gens qui traitaient d'autres personnes de façon tout à fait inadmissible au regard des droits de l'homme. Donc l'enthousiasme a été très vite gagné par la déception. J'ai été ensuite, toujours sur le plan personnel, mais là sur un plan beaucoup moins émotif, frappée par une sorte de cloisonnement qui s'est instauré dans mon cerveau parce que j'ai constaté, et seulement bien après, que pendant longtemps j'ai fonctionné comme si j'étais sur deux rails séparés, l'un étant le rail juridictionnel et l'autre le rail universitaire, sans réussir à les faire se rejoindre et sans qu'il y ait beaucoup de communication entre ces deux types d'activités. Et j'ai mis quelques années avant de réussir à systématiser la jurisprudence à laquelle pourtant je participais, et avant de pouvoir faire entrer les différents arrêts, les différentes décisions qu'on avait prises dans des catégories plus générales. Ça a pris un certain temps. Sur le plan, je dirais, à la fois personnel et professionnel, j'ai fait également une découverte et dont j'étais extrêmement curieuse. Je m'étais posé la question avant de siéger pour la première fois, savoir si j'allais être capable de décider. Quand on est universitaire, on a le luxe de ne pas devoir choisir, de pouvoir dire ah, je trouve que chacune des solutions a des avantages et des inconvénients, mais si vous êtes juge, vous êtes obligé de voter, et vous êtes obligé de voter par oui ou par non. Et donc, c'était une question que je me posais de façon assez lancinante avant d'entamer mes activités. Je me suis rendu compte que finalement, j'en étais capable et que je pouvais donc trancher les différentes affaires qui nous étaient soumises, même si parfois c'était difficile, et même si je pouvais regretter aussi qu'en tant qu'universitaire, j'aurais souvent adopté des positions beaucoup moins tranchées. Mais il n'y avait pas cette possibilité à ce moment-là. J'ai appris aussi, et un petit peu dans la même veine, à voir ce que c'était que la rédaction d'un arrêt, la rédaction également d'une opinion dissidente, et les deux d'ailleurs de façon, je dirais, presque aggravée, puisque dans les deux cas, il faut les rédiger en anglais, alors qu'au départ, ce n'était pas forcément la langue dans laquelle j'étais la meilleure. J'ai été aussi assez préoccupée par les conditions de travail à la Cour, parce que, et là je pense surtout à ce que j'ai pu lire sur votre site,
sous la plume de Bruno Cotte et qui décrit des conditions de travail dont j'ai été assez jalouse à la Cour pénale internationale. À la Cour constitutionnelle de Bosnie, ce n'est pas du tout comme cela. D'abord, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne peut pas choisir ses collaborateurs. Ces collaborateurs sont de qualité extrêmement variable. Parfois, on est juge-rapporteur dans une affaire et néanmoins c'est le collaborateur qui rédige la première version de l'arrêt. Et si elle ne vous plaît pas du tout, c'est parfois assez difficile à arriver à faire modifier les choses. Et il faut le faire d'une façon complètement artisanale, c'est-à-dire que je n'ai personne pour m'aider, pas d'infrastructure, ni de personne. Et parfois aussi, je n'ai même pas les textes qui me permettraient de redresser les choses, parce que je dépends des services de la Cour pour avoir la traduction des textes législatifs qui veulent bien me transmettre. Et parfois, ce sont vraiment que des parties de textes, donc là aussi, c'est pas très facile. On peut aussi mentionner à propos des conditions de travail que, apparemment, l'institution de la Cour constitutionnelle locale, en tout cas, tient à isoler un petit peu les juges internationaux. On ne nous donne pas d'informations ni d'informations générales sur le pays. Par exemple, j'ai dû m'abonner moi-même à un journal pour être tenu au courant. Et ça a été extrêmement important dans certaines affaires qui nous ont été soumises et où effectivement les juges locaux étaient surpris de constater que j'étais au courant. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé. Et donc, ça fait qu'il y a des conditions de travail qui parfois sont assez pénibles et contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Il y a peu de traducteurs et des traducteurs qui ne sont souvent pas des juristes. Donc tout ça, ça pose pas mal de problèmes et c'est pas toujours très facile. Parfois, ça détériore un petit peu l'ambiance dans laquelle on pourrait accomplir ce travail. Enfin. Si je peux me permettre, est-ce que vous pensez d'une manière générale que ces conditions que vous décrivez peuvent avoir, in fine, une influence sur les jugements qui sont rendus? Alors, pas une influence directe, mais qui mettent les juges et d'ailleurs les relations entre les juges dans une configuration telle que eh bien, ça peut infléchir dans un sens ou dans un autre finalement les jugements qui sont rendus. C'est une question, je pense, qui est difficile à évaluer, mais je voulais avoir votre sentiment sur ça. J'espère que ça n'a pas trop d'influence, mais je sais que dans une ou deux fois, j'ai eu une opinion que je n'aurais pas eue si je n'avais pas eu une information en dehors de la Cour. Par exemple, je peux citer l'affaire, les Bosniens ont tous un numéro d'identifiant national, comme notre numéro de sécurité sociale, et qui leur est attribué dès la naissance. Et sans ce numéro, on ne peut rien faire. Et en particulier, on ne peut pas sortir du pays. Et il y a eu un problème, oui c'est ça, c'est même la Cour constitutionnelle qui avait annulé une disposition de la loi qui avait créé ou modifié le numéro. Et donc pendant un certain nombre de mois, les autorités se sont trouvées incapables d'attribuer des numéros identifiants aux bébés qui naissaient. Or, il y a eu plusieurs bébés qui étaient gravement malades et qu'il fallait absolument envoyer à l'étranger pour les soigner. Et on a eu une sorte de recours très urgent, ce n'était pas un référé, mais ça revenait à peu près à cela, dans lequel on devait décider ce qu'on pouvait faire. Eh bien, les autres juges internationaux ne savaient pas qu'il y avait ces numéros et quelles étaient les incidences et que c'était très grave. Et j'étais la seule à être au courant parce que, heureusement, j'étais abonnée à mon journal et donc j'avais appris cela et j'avais trouvé ça déjà scandaleux, important, etc. Et donc là, ça aurait pu avoir une influence si je n'avais pas du tout été au courant. Ça, c'est possible.
En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quand même la conscience professionnelle du juge qui influe très nettement, puisque là, vous citez un cas où précisément l'absence d'information a une influence, aurait pu avoir une influence sur le fond. Et l'information, vous avez été la chercher. Oui, c'est à rapprocher peut-être un peu, justement, vous avez cité l'entretien avec Bruno Cotte. Je crois que c'est là-dessus qu'il insiste aussi, sur le fait qu'il faut aller chercher certaines informations pour pouvoir, pour pouvoir juger. Je ne sais pas si c'est bien ou mieux, mais en tout cas pour pouvoir juger. C'était justement à cela que je voulais arriver aussi. Oui. L'importance du contexte, la nécessité d'avoir un minimum de curiosité et aussi d'aller voir en dehors du droit. Ça me paraît tout à fait essentiel parce que sinon je ne pense pas qu'on soit capable de véritablement connaître, comprendre ou critiquer le droit. Je crois que là, la contextualisation est absolument vitale et je pense aussi que finalement c'est notre seul moyen, surtout quand on se trouve expatrié en quelque sorte, c'est notre seul moyen de sortir de notre propre environnement culturel et d'essayer d'aller au-delà de notre prison culturelle. Je l'appelle souvent comme cela parce que notre éducation c'est très bien, mais c'est en même temps une prison qui nous empêche de voir et de percevoir un certain nombre de choses qui sont pourtant très réelles dans d'autres systèmes juridiques ou politiques, et je crois qu'il faut s'efforcer de les connaître, de les comprendre et de les prendre en considération. Constance Grève, je vous remercie beaucoup. Nous voilà parvenus au terme de cet entretien. J'espère que nos auditeurs auront eu suffisamment d'indices pour aller creuser un peu toutes ces questions. Je crois que ce sont des questions qui sont véritablement importantes, passionnantes sur le plan du droit, mais sur le plan humain aussi. Et on a bien vu que les enjeux humains sont vraiment capitaux en la matière. J'invite nos auditeurs aussi à aller lire vos écrits sur ces questions. Et donc, je vous remercie encore pour nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup.